écoutez, je crois qu'on a eu une très très belle introduction de notre journée et de toutes les tables rondes de la journée. Donc, merci encore à Madame Buzat. Alors, je vais vous présenter tout d'abord nos 4 intervenants que je remercie déjà d'avoir accepté. Alors, à ma droite, professeur Bernard Nordlinger. Vous avez dirigé le service de chirurgie digestive et oncologique de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Depuis juin 2020, vous êtes président du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations en santé, le CESRES. Vous êtes également membre de l'Académie nationale de médecine où vous présidez la commission numérique qui se penche en particulier sur des sujets relatifs à l'intelligence artificielle. Et vous avez coécrit avec Cédric Villani 3 livres publiés aux éditions CNRS. Lucie Vialard-Arbarotti, vous êtes professionnelle de santé. Vous avez passé un doctorat en géographie de la santé qui a analysé la construction des inégalités d'accès aux soins pendant la période du parcours de soins du cancer du sein en Île-de-France. Vous travaillez à la Ligue contre le cancer depuis plusieurs années et actuellement vous y êtes directrice du service études et orientation. Vous êtes également membre du CESRES, c'est important de le souligner, et vous êtes également rattaché au laboratoire de recherche qui s'occupe des dynamiques sociales et de recomposition des espaces, donc il s'appelle le LADIS. Emmanuelle Barra, vous êtes directrice de la communication, de l'information et de l'engagement des usagers à la Haute Autorité de Santé. Depuis 6 ans, vous avez effectué la moitié de votre parcours en agence de conseil en communication. Cela vous a donné l'occasion de travailler sur de grandes campagnes de communication dans le domaine de la santé. Puis vous avez rejoint l'INCa, où vous êtes restée 7 ans, comme directrice adjointe chargée de la communication, où vous avez travaillé notamment sur l'image des cancers et créé la plateforme Cancer Info. Puis vous avez été directrice de la délégation à la communication aux ministères sociaux, donc la DICOM. Et enfin, Aurélien Sourdille, vous êtes directeur d'hôpital. Vous avez été directeur adjoint au CHU de Reims pendant 4 ans et demi et directeur référent de pôle. Depuis 2 ans et demi, vous travaillez à la Fédération hospitalière de France, où vous êtes responsable adjoint du pôle offre, avec un S, qui s'occupe des questions d'offre de soins, de finances, de numérique, de psychiatrie. C'est très large. Alors, je vais passer, pour commencer, la parole au professeur Nordlinger, puisque le CESRES a été sur le devant de la scène il y a quelques mois en raison de, entre guillemets, de l'affaire du Point, puisque je dirais peut-être quelques mots de l'avis défavorable que vous avez donné pour renouveler l'autorisation du Point à accéder aux données du PMSI. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter le CESRES en quelques minutes, notamment ses objectifs et sa composition? Très bien, je vous remercie pour votre invitation. Donc, c'est très volontiers que je vais vous expliquer un peu ce que fait le CESRES et quels sont les principes. Pour commencer un petit peu une généralité, la loi permet en France l'utilisation des données du système national des données de santé, c'est-à-dire pour l'essentiel les données de la carte vitale, à des fins de recherche. C'est une disposition qui est très généreuse, qui est unique, qui n'est pas partagée par d'autres pays, et nous avons là une mine d'or pour faire progresser un certain nombre de domaines de la recherche. Avec aussi des contraintes, c'est qu'évidemment, il faut que ces données, qui sont à peu près ce que les individus ont de plus précieux, soient utilisées en respectant un certain nombre de règles. Et donc, ces données, je peux vous dire qu'elles nous sont enviées. Et l'année dernière, j'avais organisé avec des collègues du MIT de Boston un colloque. Et aux États-Unis, les données de santé, elles appartiennent aux assurances qui sont privées et qui les mettent à disposition uniquement de chercheurs ou des firmes pharmaceutiques parce qu'ils sont seuls à avoir les moyens de les utiliser. Donc nous avons une chance extraordinaire et il ne faut pas la gâcher, il faut bien les utiliser. Alors, le CESRES, c'est pour comité éthique et scientifique, pour les recherches, etc.
il a pour but de s'assurer que les demandes d'utilisation respectent la loi, point. Il n'a pas pour but d'exprimer les opinions personnelles des membres et des uns ou des autres. Les conditions pour qu'une demande soit autorisée, c'est qu'elle soit, ça veut dire éthique, qu'elle respecte l'éthique. Pour vous dire, depuis qu'il existe en 3 ans, on a dû rendre pas loin de 1000 avis et je n'ai pas de souvenir de dossiers qui posaient des problèmes éthiques. Il faut qu'il soit scientifique, c'est-à-dire que quand on mobilise beaucoup d'efforts, qu'on utilise les données des citoyens français qui sont ceux de la solidarité nationale, puisque c'est la collectivité qui a payé, il faut que ça soit pour une étude qui va servir à quelque chose et avec un mot-clé qui est l'intérêt public. Il faut qu'il y ait un intérêt, soit pour l'augmentation des connaissances, soit pour l'organisation du système de santé, soit pour l'amélioration des soins, par exemple. Donc le CESRES, il veille à ce que les demandes respectent ces règles. Pour vous dire, juste très rapidement, et après je pourrai répondre à vos questions, le CESRES considère qu'il n'est pas là uniquement pour faire la police des données, mais aussi pour aider. Et sur les dossiers que nous recevons, je vous ai donné un ordre de grandeur, c'est beaucoup, je peux vous donner les chiffres précis. Les dossiers qui passent une première fois, près de 60% reçoivent un avis favorable d'emblée. Les autres ont la plupart du temps un avis réservé. L'avis réservé étant que le CESRES estime qu'il y a des problèmes. L'avis réservé est en général considéré comme une aide pour les porteurs de projets, pour les aider, parce que le CESRES a des experts qui sont reconnus, et notamment l'usage du SNDS n'est pas si facile, et donc donne des conseils, et à la suite de ça, in fine, entre 80 et 85% des demandes reçoivent un avis favorable. Donc le CESRES, ce n'est pas la police, c'est pour beaucoup une aide à proposer des projets qui satisfont les règles et qui sont de bonne qualité. Alors le CESRES, il ne donne pas l'avis, le CESRES, il a un avis consultatif qui est ensuite transmis à la CNIL, et c'est la CNIL qui autorise ou qui n'autorise pas. Juste un petit mot sur la composition du CESRES, parce que c'est. Alors le CESRES, il est composé d'une vingtaine de membres qui représentent un certain nombre d'organismes et d'institutions. Il y en a qui sont nommés sur proposition du ministre de la Santé, du ministre de la Recherche, des grands organismes. Il y a 2 représentants des usagers, dont Lucie Viala est l'un des 2. Il y a un membre du Conseil d'État. Actuellement, il y a 3 doyens de faculté de médecine française, donc il y a des gens de qualité qui représentent l'INSEE, l'INSERM, l'INRIA. Et qui connaissent bien donc le sujet des données. Le sujet, bien sûr, qui ne sont pas infaillibles non plus. Et savez-vous, juste pour finir, comment est-ce que vous faites un suivi de l'utilisation de ces données ensuite? Comment est-ce que vous vérifiez que la finalité d'intérêt public est assurée? Alors là ce n'est pas nous qui la vérifions, c'est la CNIL. C'est-à-dire quand on donne un avis favorable, la CNIL, dans la majorité des cas, suit l'avis parce que les avis sont exprimés, sont expliqués. Mais c'est la CNIL qui a pour rôle de surveiller que les règles sont bien respectées. Oui. Si le CESRES donne un avis défavorable, les porteurs de projets ont toujours la possibilité de court-circuiter et de s'adresser directement à la CNIL. D'accord. Donc, alors pour votre question sur le long terme, c'est très difficile. C'est une question qui se pose, notamment pour valoriser et pour motiver les membres, c'est de savoir ce que sont devenus les projets. Vous savez, il y a le temps long de la recherche, et quand on demande un accès aux données, d'abord, il faut que les données, il faut que la CNIL... Nous avons 1 mois pour répondre entre l'arrivée du dossier et la réponse. Donc c'est extrêmement contraignant. Ça veut dire qu'on se réunit 11 fois par an. Ensuite, la CNIL a 3-4 mois, et après, il faut que les dossiers soient disponibles. Les données soient disponibles, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient accessibles. Actuellement, c'est la CNAM donc, qui est le goulot d'étranglement parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de demandes. Donc,
c'est un des sujets, comment faire mieux. Et puis à terme, ça devrait être l'entrepôt national des données de santé, le SDAE. Alors quand on commence un dossier, si on autorise un dossier une année 0, le temps qu'il puisse démarrer avec la disponibilité des données, ça va faire au moins, disons, 1 an après. Après l'étude, il faut la réaliser. Et donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de moyens de suivre le devenir, l'application. En tout cas, le terme, c'est la publication des résultats dans une revue. Et Madame Buzyn, juste avant, nous a bien souligné le problème de l'algorithme dans les choix pour juger des résultats. Mais je pense qu'on reviendra sur cette question. Alors, ça me permet de rebondir auprès de Lucie Vialard, puisque vous êtes représentante des usagers au sein du CESRES. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle position, à ce titre-là, vous vous attachez à défendre? Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Bernard. Alors, ça a déjà été souligné que le CNDS, c'est quand même une source de données enfin, pratiquement unique au monde, et donc bien sûr qui est source de, c'est évident et incontestable, d'informations au profit du progrès scientifique, médical et social de façon très large. C'est important de souligner également que les usagers sont très convaincus de l'intérêt de ces données pour le progrès, pour l'innovation. Beaucoup de baromètres, d'études ont pu le montrer. À titre d'exemple, une consultation dans le cadre de la préfiguration de l'espace européen des données de santé avait montré que plus de 6 000 usagers avaient participé et avaient souligné l'importance de ces données dans le cadre des progrès médicaux et également dans le cadre du suivi et de la surveillance des états de santé des citoyens. Ils avaient également souligné combien ils étaient attachés aux finalités d'intérêt public poursuivies par les recherches qui mobilisent leurs données personnelles de santé, et également l'importance de la transparence sur l'usage qui en est fait. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un préalable qu'il est important de poser. Néanmoins, et là où je vais peut-être être un peu plus critique que Bernard, c'est que certes, si les données de santé permettent le progrès et bien sûr sont très importantes pour la recherche, il n'en reste pas moins qu'elles constituent aussi une valeur économique énorme, très élevée, et que du coup le CESRES de facto se retrouve un peu dans à l'image de ce que disait Madame la ministre juste avant, au cœur finalement de tensions éthiques très, très importantes, très profondes entre ce qu'on considère dans notre société comme étant de l'ordre de l'intérêt public versus de l'intérêt privé. Et on est sans cesse, justement parce qu'on a cette mission d'évaluation scientifique et éthique, et là où je nuancerai ce qu'a dit Bernard, je pense qu'on est sans cesse dans des tensions éthiques très fortes au CESRES, parce qu'il faut qu'on place ce curseur. Alors il y a bien sûr 80% des recherches qui ne posent pas de problème à ce point, enfin sur ce point, et autant des acteurs publics que privés. Là, je ne cible absolument personne, puisque ces tensions éthiques, elles peuvent finalement se manifester autant du côté des acteurs publics que privés. Mais néanmoins, on a toujours à placer ce curseur. Et nous, en tant que représentants des usagers, on a une voix, je pense, Bernard pourra peut-être me contredire, on a eu l'occasion déjà plusieurs fois d'en parler, qu'on a un discours plus critique que les autres, étant donné qu'on a aussi notre affiliation associative qui nous libère d'une certaine représentation institutionnelle que peuvent avoir d'autres membres. Et on est du coup très bien accueillis, très respectés aussi dans cette position, et je pense qu'elle est absolument nécessaire, cette parole au sein du CESRES. On a des débats tout à fait respectueux et animés sur ces sujets fondamentaux finalement pour la démocratie en santé. Et notre parole est très souvent entendue. Alors il est arrivé qu'on vote certains avis, et on n'a pas toujours été d'accord. On fait bien sûr, in fine, on est tous solidaires de l'avis qui est rendu, mais nos débats peuvent donner lieu à des votes, et on n'est pas tous d'accord sur finalement le sens qu'il faudrait donner à l'avis. Et vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Agnès Buzyn sur les risques parfois d'une utilisation un peu, entre guillemets, simpliste, donc ça c'est elle n'a pas employé ce terme-là, mais c'est le mien, de ces données comme les données hospitalières du PMSI. Vous veillez vous-même en tant que représentante des usagers à ce que ça ne soit pas le cas? Alors exactement, et pour le coup, je pense qu'au CESRES, on a vraiment une ligne, nous, qui nous convient tout à fait. Il faut quand même dire que je représente au sein du CESRES, non pas la ligne, mais France Asso Santé, la fédération des associations d'usagers du système de santé. Oui. Donc je siège en tant que représentante de France Asso. Et en effet, on est tout à fait attaché à la qualité
des recherches et des baromètres qui sont produits à partir des données. Pour reprendre votre exemple du point, on avait eu un avis très clair. France Asso avait communiqué suite à la polémique qu'il y avait eu sur l'affaire du point. En l'occurrence, il faut quand même souligner que le CESRES avait, avant lui, le CERES, depuis 2017, en fait, avait rendu des avis défavorables sur ce baromètre. Et Madame Buzyn en a suffisamment à donner l'exemple de l'hématologie. Voilà. Il y en a d'autres, d'autres exemples qui montrent que finalement, les fondements scientifiques de ce baromètre, et c'est d'ailleurs là-dessus que le CESRES a tranché, sur la méthodologie, il n'y avait absolument pas de parti pris, posait problème. Et nous, en tant qu'usagers, on est très attachés à la qualité, c'est évident, des baromètres qui sont produits. Il est absolument nécessaire que les usagers soient au courant. C'est vertueux pour l'empowerment des patients, même en termes de démocratie. C'est pour nous absolument irréfutable. Et juste avant de passer la parole à Emmanuel Barra, rapidement, qu'est-ce qu'attendent les usagers finalement si donc un classement, ça ne va pas, est-ce qu'il y a des attentes fortes quand même en effet, sur la qualité des baromètres, je pense que Caliscope, Madame Barra va en parler, c'est quand même un exemple en la matière qui mérite, je pense, et on est là-dessus, au sein de France Asso, on en est convaincu, d'en faire la promotion et de former les usagers à la lecture de ces indicateurs de qualité. Je pense que même si, en effet, il y a des limites, bien qu'il faille en parler, ces indicateurs sont quand même de grande qualité et méritent d'être diffusés. Ensuite, on a aussi beaucoup d'attentes en ce qui concerne la transparence sur les finalités poursuivies par les recherches. J'en parlais. Elles sont parfois un petit peu floues. Celles qui nous arrivent au CESRES, certains acteurs sont très habiles astucieux pour pouvoir un petit peu contourner les failles juridiques de la loi. Donc nous, on demande en tant qu'usagers à ce que ces finalités soient clairement exposées et également les limites des travaux, comme Madame la ministre le soulignait également, qu'elles soient exposées. Alors il y a quand même le portail du Health Data Hub qui donne aujourd'hui un peu de visibilité sur les recherches poursuivies à partir des données du SNDS. Il nous semble, au sein de France Asso, qu'il faut quand même aller plus loin sur les limites, voire sur le partage des algorithmes. Alors ça, on sait qu'on n'y est pas, parce qu'il y a la question de la propriété intellectuelle, mais ce serait à terme pour nous quelque chose d'important pour le progrès. D'accord. Professeur Nordlinger, vous vouliez intervenir ? Non, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je veux dire qu'on est d'accord et que je veux saluer la participation des deux représentants, dont Lucie, des usagers, que c'est très important et que effectivement, pour l'immense majorité des dossiers, les avis sont rendus à l'unanimité, exceptionnellement au vote, quand c'est difficile. Alors, vous avez parlé du point. Bon, je ne savais pas si on devait parler du point et je souhaitais Madame Buzyn l'a elle-même évoqué. Je ne souhaitais pas m'exprimer sur un sujet. Ce n'est pas un débat sur le sujet. Non, ce n'est pas un débat sur le sujet. Mais sur le principe, personne n'est contre le fait de s'opposer à la transparence et on sait très bien que les établissements de santé, les médecins et les établissements de santé sont composés d'êtres humains et puis il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Il est tout à fait normal que le public ait accès à ces informations et donc il faut des indicateurs. La HAS en fournit un et devrait pouvoir l'améliorer. Il n'y a aucune opposition pour ce que des opérateurs privés, notamment des médias, fournissent cette information. La question, c'est l'intérêt public. La question, donc, j'aime pas les questions palmarès, mais un indicateur de qualité, oui, c'est un intérêt public, mais à condition que les informations qui sont données au public soient correctes et l'avis était que c'est certaines informations. Madame Buzyn a abordé le sujet pour ce qui concerne l'hématologie. Et un des critères, par exemple, c'était la durée de séjour. En disant, plus c'est court, mieux les services sont organisés, donc allez là-bas. Et bien, quand vous avez à vous faire opérer de la vésicule biliaire, ce qui n'est pas grand-chose, mais que vous avez fait un infarctus du myocarde la semaine avant, vous n'allez pas pouvoir sortir le jour même. Donc, ça veut dire que le risque, c'est si on tient ce critère de durée de séjour, je prends cet exemple, il y en a d'autres, sans l'adapter avec les qualités, les critères personnels autres, la morbidité, les risques de morbidité, eh ben c'est faux. Ça veut dire que les établissements qui veulent être bien classés, eh ben ils vont dire, mon pauvre monsieur, vous avez trop de facteurs de risque, allez vous faire soigner ailleurs. Oui, c'est un des biais. Je prends cet exemple et des critères. Donc, il se trouve par Madame Buzyn aussi. Comme l'a dit Lucie,
il y a 3 ans, un autre comité qui précédait le CESRES avait donné un avis réservé que la CNIL n'avait pas suivi parce que ce palmarès est publié depuis 20 ans. Sauf qu'il y a 20 ans, on n'avait pas les mêmes règles et qu'à partir du moment où on utilise les données publiques, le SNDS, il faut respecter un certain règle pour protéger les usagers. Donc il n'y a aucune opposition à ce que qui que ce soit les publie, mais à condition que les règles soient respectées. Et si j'étais à gérer ce magazine, je m'organiserais. Dans 6 mois, je publierai un palmarès avec des règles correctes. D'accord. C'était juste une précision sur ce Oui, sujet non, mais que je ne souhaitais pas du tout aborder au départ. C'est tout à fait intéressant, d'autant que vous n'étiez pas intervenu publiquement il y a quelques mois, donc je pense que voilà, c'est tout à fait intéressant. Alors Emmanuel Barra, puisque vous représentez la HS, donc on n'arrête pas de parler de la HS depuis le début. Vous avez une lourde... la HS a une lourde mission, donc est-ce que vous pouvez nous dire, donc c'est une des grandes missions de la HS d'évaluer, de mesurer plutôt la qualité d'un établissement, de ses activités, de son organisation même. Donc comment est-ce qu'elle fait et comment est-ce que vous rendez les résultats à la fois aux établissements et au public? Alors en effet, c'est une des missions, une des grandes missions, une des 3 grandes missions de la Haute Autorité de Santé, que d'évaluer la qualité des soins au sein des établissements de santé, quel que soit leur statut, public, privé, privé à but non lucratif. Elle le fait essentiellement par 2 démarches. Il y a la démarche de certification des établissements de santé, une fois tous les 4 ans, au regard d'un référentiel qui a été co-construit par tous les acteurs du secteur. La HS envoie des experts visiteurs pour évaluer si l'établissement souscrit bien aux 15 grands objectifs qui font aujourd'hui, ce qu'on considère faire aujourd'hui la qualité, une bonne qualité de soins. Donc ça, c'est la démarche de certification et elle rend une décision sur cet établissement de santé. Et puis, elle mesure aussi toute une batterie d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé. Je me concentre sur cet univers-là, même si on en mesure dans d'autres univers. Vous l'avez dit, la finalité, il ne faut pas se tromper, la finalité de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet est bien une finalité d'amélioration. On mesure et on apporte une évaluation externe dans un objectif de capitaliser sur ce qui fonctionne et d'améliorer ce qui ne fonctionne pas. Et donc le premier objectif est de la certification et des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé. Le premier destinataire des résultats, ce sont les établissements eux-mêmes et les professionnels au sein des établissements. Donc ce point-là est important. Pour autant, ça ne s'arrête pas là. Ce sont des données qui peuvent servir aussi aux régulateurs, par exemple pour du financement à la qualité, mais aussi, on met un point d'honneur, d'abord la loi nous l'impose, mais on considère par ailleurs que c'est notre devoir de rendre ces résultats au grand public, aux usagers du système de santé, aux patients, aux usagers de l'hôpital et des cliniques. Et c'est là qu'intervient en effet notre plateforme d'information qui a été complètement revue récemment, qui s'appelle désormais Caliscope, qui a été relancée en juin 2022. Alors pourquoi est-ce qu'on juge que c'est indispensable ? D'abord par devoir de transparence, tout simplement, pour reprendre le sujet du jour. Il n'y a aucune raison que ce qui est mesuré pour les professionnels ne soit pas connu du grand public. Il y a une deuxième raison importante également et qui nous est chère, et ma voisine en parlait, c'est une manière de rendre les patients et les usagers du système de santé acteurs de leur choix en santé. La troisième raison, c'est aussi que c'est une manière de faire levier sur la qualité du système, c'est-à-dire qu'un patient qui est bien informé, c'est un patient qui va avoir un certain niveau d'exigence et qui donc lui-même va peser sur la qualité des soins délivrés. Et puis on pourrait ajouter aussi ce que Madame la ministre évoquait, qui est que eh bien, ça provoque une certaine émulation. C'est, je pense, d'ailleurs, ce qui faisait aussi le succès des palmarès. Il y a combien d'indicateurs actuellement ? Alors, actuellement, alors, on en mesure énormément, puis on en a toujours énormément en développement, et on ne garde pas toujours les mêmes pour une raison claire. Comme je l'ai dit, c'est fait pour améliorer les choses. Quand les résultats deviennent bons nationalement, avec pas beaucoup d'écart entre les établissements, on peut passer à autre chose. Aujourd'hui, sur Caliscope, on trouve les résultats d'une vingtaine d'indicateurs depuis janvier dernier. Alors, ce sont des indicateurs qui peuvent être des indicateurs d'expérience et de satisfaction des patients. Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, si vous êtes hospitalisé, dans la quinzaine de jours qui suivent, vous recevez chez vous un questionnaire qui permet d'évaluer votre expérience, la perception de l'expérience que vous avez eue de votre prise en charge à l'hôpital. Et donc,
voilà, ça c'est les premiers indicateurs qui sont rendus, et donc ça permet d'avoir un score sur 100 sur la qualité perçue par les patients. Ça permet d'avoir un pourcentage de recommandations. Vous pouvez savoir si dans la même situation, les patients qui sont passés par cet établissement le recommanderaient à d'autres. Ensuite, il y a des indicateurs qui portent sur la qualité des prises en charge. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on mesure la qualité de la prise en charge de la douleur dans tous les établissements de santé. Et bien, vous pouvez retrouver sur Qualiscope si la manière de prendre en charge la douleur dans l'hôpital est considérée comme... Enfin, vous avez un niveau et vous pouvez à chaque fois situer par rapport à l'ensemble des établissements français où se situe l'établissement. Voilà. Il y a également, dans les indicateurs de prise en charge clinique, vous avez aussi des indicateurs qui, eux, pour donner un exemple, sont issus des données du PMSI, qui est l'indicateur de mesure de complications. Par exemple, les complications post-opératoires après une prothèse totale de hanche ou de genou. Et est-ce que c'est facile de mesurer ce type d'indicateur ? Non, c'est compliqué, c'est long à concevoir. Et ça l'est d'autant plus que notre devoir à nous, HAS, c'est de concevoir des indicateurs qui soient parfaitement fiables, c'est de limiter les biais et les effets délétères, et vous les avez expliqués, les effets délétères des résultats d'indicateurs sont importants, donc il faut pouvoir... voilà. Et puis, nous, on a cette obligation qui est qu'il faut que ça soit comparable. Ça serait autrement absolument inadmissible pour des établissements de santé de voir afficher des résultats dès lors qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les établissements. Donc c'est long et c'est complexe. Je ne suis pas la meilleure passée pour vous en parler parce que je ne suis pas la responsable de la construction des indicateurs de qualité des soins à la Haute Autorité de Santé. Mais en effet, il y a toute une mécanique dans la définition et on passe par des tas d'étapes, y compris des étapes d'expérimentation pour s'assurer que ce qu'on appelle la valeur prédictive des indicateurs est bonne et qu'elle est suffisamment bonne, c'est-à-dire très élevée pour qu'on rende public le résultat de l'indicateur. Alors, on reviendra peut-être sur les projets de développement, les perspectives, vous m'en avez parlé l'autre jour. Juste, Lucie Vialard, quel est votre point de vue sur Qualiscope ? Est-ce que c'est un bon outil, effectivement, pour afficher d'informations sur la qualité ? C'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, il nous semble, je parle encore une fois au nom de France Asso, c'est important aussi de relayer cette voix collective, oui, que c'est un indicateur tout à fait fiable. Là, vous venez de le souligner, le travail est derrière qui est produit pour que ces indicateurs soient comparables dans le temps et qui permettent d'avoir une vision relativement juste, finalement, de la façon dont se déroulent les soins dans les établissements, éclairés par du coup, les données de l'assurance maladie, les données aussi vécues de l'expérience patient via ISATIS, progressivement, tous les commentaires, il y a une analyse qualitative. Pour le coup, je ne crois pas qu'il y ait forcément d'équivalent à l'heure actuelle en France. Oui. Donc aussi, certes, il y a certainement des progrès à faire, et vous le disiez, vous continuez de faire évoluer les indicateurs. Il me semble en effet que c'est un outil intéressant qu'il faut valoriser auprès des usagers. Et nous, en tant qu'association, je pense qu'on a un rôle à jouer dans la formation des usagers, a fortiori des représentants des usagers qui siègent dans certaines instances clés à l'usage et à la lecture de ces outils et aux méthodologies qui sous-tendent leur production. Alors Aurélien Sourdy, vous avez la lourde mission de parler pour les hôpitaux. Il y en a beaucoup en France. Est-ce que vous pensez que les hôpitaux communiquent suffisamment et suffisamment bien, surtout, à la fois sur leur activité, la qualité de leurs prestations ? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, peut-être juste avant de répondre à votre question, en 2 phrases pour présenter la FHF, donc, qui est la fédération qui représente l'ensemble des hôpitaux publics, donc auprès des pouvoirs publics. Mais nous avons aussi une mission auquel nous attachons beaucoup d'importance aussi de prospective et de proposition sur l'amélioration du système de santé et la santé publique de façon générale. Alors, pour répondre à votre question sur le sujet de la communication de façon générale, on est évidemment aujourd'hui dans une ère de communication très intense et donc les établissements sont forcément amenés à communiquer sur leurs activités. Et puis, on est aussi dans un environnement de
de compétition entre établissements, et donc les établissements ont tout intérêt à mettre en avant leurs forces, leurs spécificités, leur qualité d'accueil et également leurs indicateurs de qualité. Pour autant, il est possible, et je suis tout à fait de cet avis, que nous devons à nous améliorer sur la façon de restituer et de communiquer auprès du grand public et des usagers sur ces spécificités et sur les résultats d'indicateurs de qualité. Et d'abord, peut-être au niveau des professionnels, puisque finalement, la première étape avant de pouvoir parler au grand public des résultats d'indicateurs de qualité d'un établissement, c'est aussi que les professionnels soient en connaissance des résultats de ces indicateurs-là, de savoir comment se situe leur établissement, leur niveau de certification, leurs résultats, leur positionnement par rapport à l'éventail des établissements. Et donc ça, c'est peut-être la première étape. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la fois par la HAS, par l'ensemble des services du ministère pour améliorer cette communication vis-à-vis des établissements. Dans les établissements, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites sur la communication interne, sur ce qu'est la certification. La FHF pousse les établissements à communiquer, par exemple, sur les résultats de la certification ? Oui, bien sûr. Enfin, oui. Après, il y a un certain nombre d'obligations réglementaires sur la façon dont sont restituées ces informations-là, mais ça semble indispensable aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ces éléments de communication sont indispensables. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que on a parlé du point, on a parlé effectivement d'autres manières d'évaluer la qualité de la prise en charge. Je pense que ces outils-là sont indispensables pour venir peut-être en complément, ou en tout cas pour ceux qui souhaitent s'informer et chercher l'information qu'ils recherchent. Puisqu'on voit la puissance du classement du point, qui est peut-être encore aujourd'hui dans l'esprit des gens assez inégalé. La puissance aussi que l'hebdomadaire explosait ses ventes à cette occasion. Voilà, exactement. Là, il le disait depuis longtemps, c'est pas uniquement... Et puis la puissance aussi de la réputation des établissements. Tout le monde a un avis sur tel ou tel établissement et le partage, et tout le monde est influencé par sociaux. Finalement, voilà, que ce soit les réseaux, mais même dans les réseaux personnels, on est toujours influencé par la perception que les autres peuvent avoir, alors même que on ne va pas fréquenter forcément le même service et que les attentes d'un tel ne sont pas forcément les mêmes que l'autre. Un tel peut être très attaché à la qualité clinique de la prise en charge, l'autre par rapport à la qualité d'accueil, ce qui n'est pas du tout le même point de vue. Et donc je pense que nous avons effectivement aussi un objectif mais c'est très difficile, dans un environnement où finalement il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui sont dites. On va voir les avis Google, tout simplement, des choses qui sont assez accessibles et que les gens connaissent. Et il y a tout un travail à faire, effectivement, sur la façon de mieux présenter les outils institutionnels pour faire part de ces résultats. Et peut-être, juste pour donner aussi un exemple, nous, de ce que nous faisons pour donner les clés de compréhension, pas forcément spécifiquement des indicateurs, mais notamment de ce qu'est la qualité, de ce qui est exigé du point de vue des établissements et de ce à quoi ont droit les patients. On a développé un outil qui s'appelle Destination Qualité, qui est à disposition des établissements et qui permet de donner les clés de compréhension sur les attendus à toutes les étapes du parcours de la prise en charge, que ce soit l'admission, le médicament, la prise en charge clinique. Donc voilà, je pense que la ministre l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas simplement le fait de transmettre l'indicateur et de donner un indicateur, puisque prendre un indicateur brut comme ISATIS, déjà il faut savoir ce que c'est bien sûr, mais il y a d'autres indicateurs véritablement cliniques qui sont mis à disposition. Si on n'a pas les clés de compréhension de savoir comment les interpréter, et finalement on passe à côté peut-être de l'objectif. Alors Emmanuel Barra, vous pouvez peut-être nous dire comment Qualiscope va évoluer, enfin quels sont les projets de la HAS en tous les cas, et pour l'appropriation des résultats également. Peut-être déjà préciser qu'on a mis beaucoup d'énergie, on a beaucoup investi justement dans comment rendre accessible et compréhensible ces résultats, que ce soit un résultat de certification ou le résultat de tel ou tel indicateur qualité, et il y en a beaucoup. Donc il ne s'agit pas, on ne les rend pas d'une manière brute, on a travaillé avec tous les outils aujourd'hui, en particulier de la data visualisation, pour qu'au-delà de la fiabilité de ces indicateurs, on fasse un vrai travail de vulgarisation, et pour que, parce que on l'a vu, le domaine de la qualité, de la mesure de la qualité des prises en charge est potentiellement un domaine en fait très très technique, et c'est normal et c'est important parce que derrière autrement il y a des tas de biais et de choses qui sont associées. Donc on est sur un domaine technique. Du coup, notre effort a été tout à fait particulier pour que on rende compréhensible
et accessible au plus grand nombre ces résultats, sachant que vous parliez des professionnels, je trouve que vous avez raison, c'est-à-dire qu'à la fois c'est important pour quelqu'un qui, par exemple, doit se faire hospitaliser, de pouvoir se renseigner sur la qualité de l'hôpital où il va aller ou de la clinique où il va aller, mais c'est important aussi pour les professionnels, quels qu'ils soient au sein de l'établissement de santé. Tous les professionnels des établissements de santé ne sont pas des spécialistes de la qualité. Ce qu'ils font tous les jours, leur motivation intrinsèque, c'est de prodiguer des soins de qualité, ça n'est pas discutable. Pour autant, ils ne sont pas des spécialistes de comment on la mesure, et donc finalement, en faisant de la vulgarisation pour le grand public, d'une certaine manière, on en fait aussi pour les professionnels des établissements, et ça leur permet de se situer par rapport aux autres. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Pour autant, toutes les initiatives sont bienvenues. Alors on travaille évidemment en lien étroit avec France Asso Santé, qui en effet soutient ce projet Caliscope. Cette idée éventuellement de former, que par exemple France Asso Santé puisse former les représentants des usagers à une compréhension encore plus fine de ces indicateurs est une piste tout à fait intéressante. De la même manière, je serais très heureuse demain si tous les établissements de santé pouvaient publier la fiche Caliscope de leur établissement, puisqu'on a fait ce travail de vulgarisation et d'affichage le plus clair possible des résultats de l'établissement. Sur les projets, écoutez, il y en a plusieurs. Il y a d'abord enrichir, puisque, comme je l'ai dit, les indicateurs évoluent tout le temps. On en a sans arrêt qui sont en développement. Je vous donne un exemple. On a beaucoup développé la chirurgie ambulatoire dans les dernières années. On a développé des indicateurs qui permettent d'évaluer les réhospitalisations à 30 jours après une chirurgie ambulatoire. Bon, ça, c'est des choses qui n'étaient pas encore publiques, qui deviendront peut-être si leur valeur est suffisante. Encore une fois, on a vraiment cette... voilà. Et on le saura quand ? Oh, très prochainement, on verra la prochaine campagne. En fait, alors sur la certification des établissements de santé, on fait de la publication sur Caliscope quasiment en temps réel, à 2 semaines près, c'est-à-dire quand la HAS décide si l'établissement est certifié avec mention, certifié sous condition, ou c'est plus rare, ça existe aussi non certifié. Le résultat est publié sur Caliscope dans les 2 semaines qui suivent, donc ça se fait en temps quasi réel. Pour les indicateurs, tous les ans, il y a une campagne de mesure, et donc tous les ans, en fin d'année ou en tout début d'année, on publie les indicateurs. Donc il y a une grosse mise à jour en février dernier, et il y en aura de nouveau une à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024. Est-ce que Caliscope est assez connu, puisque c'est la question que vous avez posée? Moi, évidemment, je dis non. Alors après, cette nouvelle plateforme, elle est en ligne pas depuis très longtemps, elle est en ligne depuis 1 an. Et ce sur quoi on compte, et ce qui nous paraît très important, ok, c'est très bien, on amène du monde sur le site de la HAS et sur cette plateforme, mais ce à quoi nous allons travailler maintenant, en plus et d'arrache-pied, c'est en effet que tous les émetteurs, tous les offreurs d'informations qui sont susceptibles de renseigner le grand public et les professionnels sur la qualité d'un établissement puissent aussi afficher ces données. C'est pour ça que je parlais des sites des établissements de santé, mais ceux des associations, pourquoi pas ceux des mutuelles, en tout cas aller chercher partout où cette offre d'information peut se retrouver de façon à en démultiplier la visibilité. Et ça pourra permettre même de savoir si je serais bien opérée du genou à tel endroit, par exemple, parce que ça, c'est une question... si on prend l'exemple, alors bon, c'est un hasard, mais il est vrai que les premiers indicateurs, parce que les indicateurs, on les mesure soit en interrogeant des patients ou directement l'établissement, soit on retourne dans les dossiers patients. Ça, c'est vraiment la manière historique de faire, on va dire, c'est la plus sûre. On demande aux établissements de retourner. Évidemment, ça demande du temps pour eux. Donc, c'est parce que malheureusement, les systèmes d'information ne sont pas nécessairement des matériels. Enfin, on ne peut pas forcément s'appuyer sur les systèmes d'information aujourd'hui. Donc, on cherche aussi d'autres pistes. Donc, les pistes de l'utilisation des données du PMSI sont extrêmement intéressantes. Et par exemple, sur les prothèses de hanche et les prothèses de genoux, ça arrive aussi, on a des indicateurs construits à partir du PMSI. Par exemple, le taux de complications post-opératoires ou par exemple le taux d'infection du site opératoire. Alors, c'est une indication. Évidemment, vous n'aurez pas, ça n'existe pas. Celui qui vous promet un indicateur qui permet de vous dire là, ça va bien se passer, ils vont m'opérer de manière pertinente, parce que c'est vrai que cette notion de pertinence, de est-ce que l'opération est indiquée, est tout à fait importante, Agnès Buzyn le soulignait. Oui. Je pense que ça serait mentir que de dire il y a un endroit où on peut avoir une réponse unique et univoque à cette question. Par contre, il y a un faisceau de choses, d'éléments qui ont de la valeur, et ce que nous publions sur Caliscope est à mes yeux quelque chose d'important pour se construire ce point de vue, mais qui, comme vous le savez, se construit de plein de manières différentes. On a aussi un médecin traitant avec lequel on discute, on a un entourage, on a voilà. L'important, voilà, je crois que la HAS joue son rôle en apportant des données
scientifiquement conçu, objectivé, fiable, comparable et, dans la mesure du possible, le mieux possible, vulgarisé. Et Aurélien Sourdi, la FHF est tout à fait favorable à ce type de démarche. Est-ce que ça aille plus loin sur certains indicateurs qui sont donc un peu sensibles finalement, le taux de complication, les réhospitalisations à 30 jours, on sait que c'est des indicateurs délicats à afficher. Oui, alors sur les indicateurs, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a l'indicateur brut et on a aussi savoir, comment dire, ce qu'on est prendre en compte le contexte et la situation de l'établissement, notamment dans son évaluation, qui sont pour moi deux choses assez différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'indicateur brut et il y a ce à quoi on la compare. Et puis on pourrait parler aussi des modalités de financement, parce qu'on a aussi des indicateurs qui sont soumis à financement dans IFAC, où on a aussi mis un certain nombre de règles pour comparer ce qui est comparable. Et que finalement, c'est vrai que quand on prend un indicateur brut, on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui entoure la situation de l'établissement. Comparer une clinique chirurgicale monothématique par rapport à un CHU qui a 2000 lits, on ne parle pas de la même chose. Donc forcément, mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que on a, du point de vue d'un patient, forcément, je veux avoir le même niveau de qualité, mais on n'a pas du tout le même contexte. Quand dans les cliniques, on a à peu près 10% des séjours qui sont issus des urgences, quand c'est 40% dans les hôpitaux publics, on a forcément une désorganisation qui se crée. Et donc, finalement, la marche à atteindre pour arriver à un seuil de haut niveau de qualité est importante. Et c'est pour ça que, notamment, on a un certain nombre d'indicateurs aussi qui sont en discussion sur avoir des cibles atteignables pour les établissements qui soient au regard des contraintes qui pèsent sur leurs épaules, nous paraît tout à fait pertinent pour justement tenir compte des réalités que connaissent ces établissements. Professeur Nordlinger, vous êtes d'accord avec cette évolution vers plus de transparence, mais du coup vers plus d'indicateurs qui sont plus techniques et plus sensibles parfois? Moi, je suis parfaitement d'accord. Enfin, la transparence, c'est indispensable, mais il faut bien être conscient que c'est difficile. Alors, moi, j'ai dirigé un des grands services parisiens qui traitait les cancers des tubes digestifs, du rectum, etc. Quand vous demandez où sont les bons services, où sont les bons endroits en France pour se faire soigner, nous, on savait facilement. Alors, comment le mesurer? C'est pas évident. Comme a dit Mme Buzyn tout à l'heure, quand vous avez un service qui est compétent et qui a l'expertise, on vous envoie les cas les plus difficiles, avec le plus de risques de complications. Cancer du rectum, nous on voyait des gens qui venaient de toute la France avec des cas où on leur avait dit ailleurs non, on ne saura pas vous garder la continuité intestinale, donc ils venaient. Alors évidemment, quand vous faites ça, vous avez un peu plus de risque d'avoir des complications. Donc tout ça, c'est un peu subjectif et on en vient à la question de tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir des critères extrêmement sérieux pour pouvoir donner des avis. Alors il y a une façon de s'en sortir, et je reviens à ce que vous publiez dans la PM News, c'est le volume d'activité. Les gens ne sont pas idiots, en général. Soit ils lisent un magazine, encore que mon expérience de chef de service, c'était que j'ai eu la chance, pour vous dire ma position par rapport à ce magazine, j'ai eu la chance de diriger un service qui était toujours très bien classé pour les cancers du côlon et du rectum. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de patients qui sont venus après l'avoir lu. En revanche, ça faisait très plaisir au personnel. Oui. Mais le volume d'activité, c'est un critère important. Les gens se renseignent. Ils se renseignent surtout, ils viennent se faire soigner quelque part parce que leur médecin est censé être au courant, leur médecin généraliste, puis dans ma spécialité, le gastro-entérologue, leur a dit c'est là qu'il faut aller. Donc le volume, c'est un bon représentant de la qualité. Puis juste un petit commentaire, l'importance de la transparence, c'est essentiel. Ça évite un peu ce qu'on appelle en intelligence artificielle l'effet boîte noire. Pour les décisions administratives, par exemple, il y a toute la question très sensible de la fermeture des petits hôpitaux. Et ben, si on publie les données, les résultats, les évaluations de ces hôpitaux, peut-être que ça sera plus facile pour les habitants de petites villes où on mélange un peu aménagement du territoire et puis intérêt sanitaire, de comprendre qu'il vaut mieux faire 50 km plutôt que d'aller dans un établissement où les critères de qualité ne sont pas remplis. Donc l'information, c'est toujours bien. Des publications par certains journaux aussi, des maternités, c'était les plus dangereuses, enfin je ne sais plus si c'était le terme, mais ou des petits services de chirurgie, mais en général ça provoquait un tollé. Évidemment, ça peut, parce que si vous voulez,
je veux dire, c'est un sujet à part, mais si on informe les gens, le maire en général, il est président du conseil de surveillance sur ce sujet, donc il défend, il ne veut pas que le boulanger s'en aille, il ne veut pas que le bureau de poste s'en aille, il ne veut pas que l'hôpital s'en aille, parce que c'est le premier employeur. Mais après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire 50 km pour avoir des soins corrects, plutôt que d'être dans un établissement où il n'y a pas assez d'activité, où les médecins ne sont pas... Moi, je peux vous dire, mon opinion, c'est bien sûr qu'il faut faire 50 km. Parce que pour avoir vu arriver des catastrophes après des soins qui avaient été faits dans des établissements qui n'avaient pas les compétences nécessaires, il vaut beaucoup mieux faire les 50 km. Donc, il faut être informé, donc il faut être transparent. Vous êtes d'accord, Lucie Vialard? Alors, c'est un sujet sur lequel on a souvent l'occasion d'en débattre avec Bernard au sein du CESRES. Bien évidemment, dès lors qu'on constate, et donc il y a d'autres sources que Caliscope, d'ailleurs ça me permet de faire juste un lien avec ce qu'a dit M. Sourdillet avant, il faut développer évidemment une multitude de sources de données. Caliscope n'est pas la seule, il y a de nombreuses recherches qui ont montré que justement entre les petits et gros hôpitaux, et là je parle du cancer que je connais bien, pour certains types de cancers, il y a des meilleurs taux de survie, en effet, dans les centres où il y a de forts flux de chirurgie que d'autres. Là où je ne suis pas forcément d'accord avec Bernard, mais il le sait, on en a déjà beaucoup parlé, c'est sur l'impératif d'équité d'accès aux soins, en fait, en France. Et donc là, le fait d'admettre que, oui, la métropolisation des soins dans le champ du cancer, parce que c'est le domaine que je connais bien, est souhaitable, je n'en suis pas persuadée. La plupart des travaux de sciences humaines et sociales et même d'épidémiologie montrent qu'en effet, ce sont toujours les plus pauvres et les plus âgés qui ne se déplacent pas pour aller se faire soigner. On a aujourd'hui un débat très important, la loi Valtoux commence à être discutée sur l'équité d'accès aux soins de premier recours en milieu rural, mais pas que, en grande périphérie des métropoles. Et donc cet état de fait que oui, il y a un problème d'accès aux soins, notamment aux soins spécialisés, parce qu'il faut savoir que dans le champ du cancer, il y a une organisation des soins qui est régionale, avec des centres très spécialisés, pour certains actes très spécialisés. Bien évidemment, il faut aller se faire soigner dans un centre où les gens professionnels... le savent pas non plus. Alors c'est pour ça que j'insiste sur la diversité des sources. Il y a des travaux qui montrent que oui, sur tel type de chirurgie ou de soins hautement spécialisés, oui, il faut aller dans un centre expert. Mais si on prend l'exemple du cancer du sein, on voit bien, et tous les professionnels s'accordent, pour l'Île-de-France que je connais bien, sur le fait que pour certains actes standards, entre guillemets, il est tout à fait possible de recourir à l'hôpital de proximité qui est autorisé pour le traitement du cancer. Donc c'est sûr que moins les gens y viennent, moins les spécialistes ont de l'expérience et donc plus ils déclinent. Donc c'est un cercle vicieux et qui fait que du coup, de plus en plus, dans les périphéries des métropoles, les hôpitaux qui avaient l'autorisation de traitement du cancer déclinent, perdent en attractivité et donc en qualité. Et c'est un cercle vicieux, je pense, auquel qu'il faut déconstruire, à la fois dans la tête aussi des professionnels qui ont bien sûr une expertise indéniable et qui ont une voix très importante dans l'orientation des patients, mais aussi l'État. Je pense que l'État a une responsabilité dans l'orientation des patients vers les hôpitaux de proximité pour des actes qui sont possibles à faire dans les hôpitaux de proximité. Bien entendu, pas pour une chirurgie du cancer du côlon. Mais les représentants des usagers ont peut-être un rôle les représentants des usagers dans les hôpitaux ont peut-être un rôle à jouer eux-mêmes. Bien sûr, dans l'orientation des patients, les professionnels également, et les ARS dans les... Non, mais voilà. On est d'accord que les actes standards, ils doivent pouvoir être faits à proximité, mais les actes qui nécessitent une expertise importante, il ne faut pas. Enfin, je peux vous dire que moi, j'étais un centre de recours pour le cancer du rectum, et une fois que c'est mal fait, l'opération de base, c'est fichu. On ne peut pas rattraper. Donc ça, il faut vraiment que ça soit centralisé. Alors, en fait, on pourrait faire un autre débat sur les inégalités d'accès aux soins. Un vaste débat. C'est très, très intéressant. Mais juste, Aurélien Sourdille, est-ce que vous vouliez insister sur l'utilisation aussi que fait la FHF des données du PMSI sur un autre axe ? Oui, parce qu'on parle effectivement de l'accès, de la transparence, de l'utilisation des données de santé, mais nous, ce qu'on porte aussi comme message, c'est que finalement, on a aussi la transparence et la communication ne sont pas une fin en soi, mais qu'elles doivent être au service de politiques de santé publique, et que bien évidemment, le rapprochement notamment des données de santé
ont un intérêt individuel. On pense au DMP, par exemple, le fait de transmettre ces informations ont évidemment un intérêt du point de vue clinique de la prise en charge du patient, mais ils ont aussi un intérêt sur d'autres politiques, on va dire, vraiment transversales. Alors, j'en ai trois, enfin, je parlerai peut-être de trois types de démarches. La première, c'est une démarche qu'on a beaucoup portée, qui est celle de la responsabilité populationnelle. Donc, en deux mots, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, c'est l'idée de définir un territoire, de mettre l'ensemble des acteurs acteurs de santé autour d'un objectif commun d'amélioration de l'état de santé général de la population. Et quels que soient les acteurs, qu'ils soient établissements de santé ou professionnels libéraux, et qu'on mesure finalement l'atteinte de ces objectifs. Alors nous, on va dire en phase pilote dans le cadre de l'article 51 sur 5 territoires sur le diabète de type 2 et sur l'insuffisance cardiaque, mais l'idée, il y a d'autres pays qui sont allés beaucoup plus loin là-dessus. L'idée, c'est aussi d'avoir une manière transversale et générale d'amélioration de la situation des patients. Et donc, dans le cadre de la responsabilité populationnelle, on stratifie en fait entre un niveau, on va dire simplement des personnes à risque aux personnes les plus atteintes par la maladie. L'idée étant d'avoir le moins possible de patients, enfin de personnes qui passent d'une strate à une autre pour améliorer de façon générale la situation des patients. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir un rapprochement de l'ensemble des données de santé, quelles qu'elles soient données PMSI, qu'elles soient les données du SNIRAB, qu'elles soient des données environnementales, qui permettent de pouvoir approcher, d'outiller l'adaptation des politiques publiques, des politiques de santé, et de mesurer notamment l'atteinte des indicateurs. Donc ça, c'est un des exemples pour lesquels il est nécessaire finalement d'élargir en tout cas l'accès aux données et de rapprocher les données entre elles. Un autre exemple, et on l'a cité à plusieurs reprises, notamment Madame Buzyn, le sujet de la pertinence. Parce que finalement, on a parlé de qualité, et elle l'a très justement dit, on peut faire parfaitement un acte réalisé dans d'excellentes conditions, exactement selon les indications, sans pour autant qu'on ait mesuré sa pertinence au regard de l'état de santé du patient. Et finalement, le sujet de la pertinence, il est sur différents ordres, que ce soit effectivement sur les actes de soins, sur les modalités de prise en charge, sur la prescription ou même sur des enjeux de transition écologique. Et donc, on a besoin d'avoir un rapprochement de ces données pour pouvoir renforcer la capacité d'expertise sur la pertinence. On sait qu'il y a des études qui disent que 30% des actes sont considérés comme étant non pertinents. On a les outils aussi, notamment normatifs, qui pourraient nous permettre d'agir auprès des professionnels, qu'ils soient établissements ou professionnels libéraux, sur on va dire en tout cas les contraindre, voire éventuellement avoir des sanctions financières. Ce sont des outils qui existent, mais qui aujourd'hui n'ont jamais été vraiment mis en place. Mais il faut pouvoir aussi expertiser ce sujet de la pertinence, et donc on a notamment besoin d'avoir des systèmes d'information performants et donc qui rassemblent l'ensemble de ces données. Et puis plus généralement, mais ça c'est évident, c'est la question des entrepôts de santé, de données de santé, qui soient ouverts et interopérables, qui permettent effectivement d'intégrer des données en vie réelle d'opérateurs externes et des secteurs liés à la santé publique au profit de la recherche, au profit de l'intelligence artificielle. Donc voilà, je pense que quand on parle vraiment de communication, de transmission et de transparence sur les données de santé, c'est pas uniquement du point de vue individuel, moi en tant que patient, comment je me positionne par rapport à tel ou tel indicateur, tel ou tel choix d'établissement, si vraiment le patient a d'ailleurs le choix de son établissement, mais c'est aussi comment, du point de vue démocratique, pour l'amélioration des politiques de santé, on mobilise ces données au service de politiques transversales. Vous vouliez réagir, Emmanuel Barra ? Non, simplement j'entendais parler d'entrepôts de données hospitaliers. Je voulais juste signaler que la Haute Autorité de Santé avait récemment publié un excellent état des lieux des entrepôts de données hospitaliers, et qu'effectivement là il y a une piste extrêmement intéressante et qu'on a travaillé à l'état des lieux de ce qui existe aujourd'hui. Je voulais revenir aussi un tout petit peu en arrière pour revenir au biais des indicateurs et à ce qui était évoqué tout à l'heure. Il y a des biais qu'on prend extrêmement bien en compte. C'est pour ça que ça a une vraie complexité de construire un indicateur. Mais typiquement, il y a des indicateurs sur Caliscope qui sont rendus en disant le résultat est meilleur qu'attendu ou moins bon qu'attendu. Qu'est-ce que ça veut dire, meilleur ou moins bon qu'attendu, compte tenu, par exemple, du profil de la patientèle? Parce qu'évidemment, dans un établissement donné, les patientèles ne sont pas toutes les mêmes et certains patients sont plus à risque d'effets secondaires et de complications que d'autres. Mais ça, c'est des choses qu'évidemment, à la Haute Autorité de Santé,
ce sont des choses que ceux qui fabriquent les indicateurs prennent en compte pour justement éviter. Oui, puis il y a les différences selon qu'on est en médecine, chirurgie obstétrique, soins de suite et réadaptation. Aussi, évidemment, parce que les choses, d'abord, on n'y mesure pas nécessairement, les mêmes choses. Ou alors, si c'est les mêmes choses, on peut avoir envie de les mesurer en effet différemment, puisque c'est pas la même chose que d'avoir une chirurgie ambulatoire ou d'être hospitalisé plus longuement. Professeur Nordlinger, je vais vous donner le mot de la fin. Peut-être si vous avez une réaction aux pistes que veut développer la FHF. Et puis, est-ce que vous pensez que la France, au final, peut s'améliorer en termes de transparence en santé ? Écoutez, je vous remercie pour votre confiance, comme on dit. Je pense que la transparence, c'est indispensable, mais je n'ose pas dire qu'il ne faut pas non plus en abuser. Ce qu'a expliqué Madame Buzyn tout à l'heure, c'est qu'on est peut-être, ça c'est pas directement la question des données de santé, on est peut-être passé d'un extrême à l'autre avec des affaires, comme en général en France on modifie la loi quand il y a des affaires ou un crime ou quelque chose. Bon, il y a eu le problème du Mediator, il y a aussi, il était de notoriété que les firmes pharmaceutiques à un moment emmenaient au bout du monde des médecins faire des congrès sur des plages avec des cocotiers et que ça pouvait influencer les prescriptions. Donc tout ça, il y a eu un terme à ça. Après, la question, c'est de ne pas aller trop loin de l'autre côté et de faire que, par exemple, on essaye de laver plus blanc et qu'on confonde, comme elle l'a dit, lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Parce que les grands magazines américains qui publient beaucoup les recherches importantes demandent s'il y a des liens d'intérêt. On n'empêche pas un auteur de publier parce qu'on lui demande s'il a un lien et les lecteurs peuvent lire l'article en perspective avec les relations de son auteur. Le fait de considérer qu'un médecin, je ne m'éloigne pas beaucoup, hein, c'est sur la transparence, mais qui a été sollicité par une firme pharmaceutique parce qu'il était considéré compétent doit être complètement écarté de l'évaluation. Le risque, on est en Europe, c'est que les industriels maintenant, ils envoient leurs demandes en Belgique parce qu'en France c'est trop long, parce qu'il n'y a plus assez d'experts et donc ça prend trop de temps. Voilà. Donc ça fait partie des risques. Alors la transparence, c'est très important, il faut le faire. Les données de santé, c'est une grande richesse. Je pense qu'il faut savoir les utiliser de manière adéquate. Il ne faut pas non plus se tirer une balle dans le pied parce qu'on a une mine d'or, il faut les exploiter. En passant, comme vous savez, la recherche en biologie santé en France, elle décline. On est passé du 4e rang il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, au 10e maintenant, pour différentes raisons, pas seulement des raisons financières, mais aussi et surtout des raisons d'organisation, parce que c'est trop compliqué, les chercheurs ils passent leur temps à faire des papiers, etc., à faire des tâches administratives plutôt que de faire de la recherche. Là, on a un sujet dans lequel on a sûrement la meilleure base de données de santé du monde. Il faut laisser les chercheurs l'utiliser pour bien améliorer nos problèmes de santé. Et juste pour finir sur une note que je pense importante, c'est tout ce qui concerne la santé, c'est personnel, ce sont des personnes. Moi, on me demande souvent, est-ce que les algorithmes vont remplacer mon docteur ? Est-ce qu'il y aura plus de médecin ? J'ai certains collègues et amis qui ont écrit La médecine sans médecin. Bon, ça c'est bien pour vendre un bouquin, mais c'est pas vrai. Il y aura toujours des médecins, au moins pour expliquer, pour aider à expliquer ce qu'ont dit les algorithmes. Quand on est malade, on va à l'hôpital, on a envie de voir un médecin, on a envie de voir des êtres humains. On me demande est-ce qu'à l'hôpital on va perdre certains boulots. On ne perdra pas tous les métiers qui sont en relation avec les personnes, je pense, ne disparaîtront pas parce qu'elles ne peuvent pas disparaître. Et donc, pour en revenir à notre sujet, quand on va voir un médecin, ou quand on est spécialiste à l'hôpital, comment arrivent les malades ? En général, ils n'ont pas été regardés eux-mêmes, les statistiques. Alors peut-être que leur médecin l'a fait. En général, ils ont demandé à leur médecin traitant dans mon domaine, où est-ce que je peux aller me faire une coloscopie ? Et c'est le gastro-entérologue qui a dit, pour vous opérer, il faut aller là. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les données, qu'il faut être transparent pour que les informations soient claires, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la dimension humaine. Je crois que vous avez tous dit un peu cela à travers vos interventions.
Et ce qui est sûr, c'est que tout va dans le sens de la qualité des soins. C'est aussi finalement la finalité générale. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde qui, à mon point de vue, a apporté beaucoup de choses, était très intéressante. Nous avons une demi-heure à peu près pour prendre un café ou se restaurer un petit peu. Donc si vous voulez continuer d'échanger avec les intervenants, vous pouvez le faire. Donc on reprend à 11h30. Merci, à tout de suite.